Alors, je pense que le sujet qui nous amène ici est un sujet extrêmement important pour maintenant, mais surtout pour l'avenir de l'ensemble de la société québécoise. La semaine, c'est-à-dire hier, j'ai présenté une motion qui a été appuyée par tous les députés indépendants, quelle que soit leur origine, si on veut, et également par l'ADQ. Et ça se lisait comme ceci: compte tenu des enjeux importants et des investissements publics majeurs que représente le Plan Nord, et pour concrétiser la volonté exprimée par le gouvernement de bien informer la population, que l'Assemblée nationale demande à la Commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles de procéder dans les plus brefs délais à des consultations particulières sur le développement de nos ressources naturelles et hydroélectriques prévues au Plan Nord. C'est extrêmement important que la population puisse être éclairée, et même, je dirais, les médias. Nous, membres de l'Assemblée nationale, n'en savons pas plus que ce qu'on veut bien nous dire dans les publicités. Il y a eu la semaine dernière un colloque très important au HEC organisé par l'IREC. Il y a eu aussi des groupes, des Inuits, qui se sont dit contre ce projet. Nous pensons que l'Assemblée nationale doit pouvoir se prononcer sur les différentes facettes de toute la question du développement minier et du développement hydroélectrique. Voilà. Alors, je pourrais revenir. Oui. Pierre, oui. Oui, ben, c'est ça, dans l'ordre, c'est ça. Ben, enfin, oui, c'est vrai qu'on s'est retrouvé ici dans des circonstances où on réclamait de faire de la politique autrement. Et dans cette volonté de faire de la politique autrement, ce qu'il y a d'évident, c'est qu'il y a un besoin absolu qu'il y ait de plus en plus de transparence quant à des décisions aussi fondamentales et lourdes pour l'avenir que le développement du nord du Québec, de tout ce territoire-là. De différentes façons, chacune et chacun d'entre nous, on aborde par des questions ou par des motions ce développement-là. En fait, ce qu'on aborde clairement, c'est quel est l'avenir du Québec, puis comment les Québécois vont s'assurer que cet avenir-là se fait correctement. Il doit se faire correctement à plusieurs égards. D'abord, dans le respect des personnes et de l'environnement. C'est fondamental pour l'avenir qu'il y ait des gens qui habitent ce territoire-là et que ce territoire-là soit sain. Deuxièmement, il faut réfléchir aux meilleures façons de tirer profit des richesses du territoire. Et là, il y a des questions il y a plusieurs options. Il y a la proposition Allaire, il y a la proposition Parizeau, il y a les propositions gouvernementales, il y en a d'autres qui pourraient tenir compte d'un type de développement économique plus axé sur les coopératives ou sur le développement de l'économie sociale. Bref, il y a plusieurs modèles, mais ces modèles-là, actuellement, ils ne sont ni discutés ouvertement, ni en fait entérinés par l'ensemble de la population. Et puis, finalement, il y a aussi tout ce qui est du développement durable, c'est-à-dire que l'avenir du Québec s'adresse aux générations futures. Donc, comment les richesses qu'on exploitera vont être accessibles aux générations qui nous suivent. Et là, il faut penser à la fois à la façon dont nous investissons dans notre avenir, même économiquement, et aussi dans les transformations, deuxième et troisième transformation, bref, dans la façon de faire. Et quand on réclame d'avoir des commissions parlementaires et quand on réclame dans d'autres sujets d'avoir de la transmission d'informations, ce qu'on réclame tout simplement, c'est avoir le plein contrôle de notre avenir pour l'ensemble de la population du Québec. Et entre autres, par ses représentants dûment élus pour cette fonction-là, c'est-à-dire les parlementaires eux-mêmes. Voilà. Alors, pour compléter, simplement dire que quand on parle des investissements miniers, puis des redevances, puis des impôts ou des prises de participation, dans le fond, c'est un enjeu démocratique, parce qu'il s'agit de voir comment
ce qui appartient à tout le monde, c'est-à-dire les richesses de notre sous-sol, doivent être développées, doivent être extraites, exploitées. Dans quel but, dans l'intérêt de qui? Donc c'est un enjeu, un débat politique et démocratique, ce n'est pas technique. Quand on pense aux ressources naturelles du Québec, quand on sait ce que représente la valeur du pétrole qu'il y a sous le sous-sol d'Anticosti, quand on sait qu'un seul gisement, celui de Malartic, vaut 20 milliards de dollars, c'est un gisement sur 9 dans la faille de Cadillac en Abitibi. Quand on pense que le gisement de fer qu'exploite ArcelorMittal, c'est tout proche de 140 milliards de valeur minière pour les 10, 20, 30 prochaines années, et là on peut en faire la nomenclature sans fin. C'est donc des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliards de dollars de potentiel, de richesse, qui sont en fait propriété de tout le monde. Donc comment on va l'exploiter, comment on va partager ces retombées, c'est un enjeu hautement démocratique. Hydro-Québec, quand il va investir 40 milliards de dollars, 47 dans les infrastructures, dans les installations au cours des 25 prochaines années, ou c'est même plus court, c'est des décisions qui engagent l'État québécois parce qu'on va s'endetter pour ça, c'est un enjeu démocratique. Donc tout ce que nous demandons, Québec solidaire, les députés indépendants et d'autres députés indépendants, c'est que ces enjeux-là soient débattus en transparence, en commission parlementaire, en chambre, soient débattus publiquement, parce qu'en plus, il y a des enjeux de nation à nation. La nation québécoise partage un territoire avec des nations autochtones. Ces nations autochtones, aujourd'hui, sont nombreuses les communautés qui se plaignent que les consultations, les négociations ont été faites dans le désordre, de gré à gré, montant les uns contre les autres, générant une série de problèmes de nature démocratique. Donc, encore là, un enjeu démocratique, ce qui exige donc qu'on procède à accepter la motion de Mme Lapointe. Oui, alors en terminant, justement, toujours au nom de la transparence, de la démocratie, ce que j'ai demandé aujourd'hui, parce qu'il y a une relation d'ailleurs entre le plan Nord et puis l'accord de libre-échange Canada-Union européenne, dont je vais dire un mot tout de suite après, mais ce que j'ai demandé, c'est que les documents soient accessibles, que ces documents importants, derrière des portes closes, se décident un accord qui va avoir énormément de conséquences sur la vie des Québécois. Et pour l'instant, tout ce qu'on a obtenu, c'est la fuite que j'ai déposée ce matin, là, tout en anglais, parce que visiblement, il n'y a pas un mot de français qui se prononce pendant ces négociations. La dernière, vous le savez, a eu lieu à Ottawa en octobre. Il y a eu 9 séances de négociation jusqu'à maintenant. C'était la dernière qui était formelle et globale. Les prochaines seront sectorielles et ciblées. Et puis, tout ce qu'on a, donc c'est un vieux document qu'on a obtenu par une fuite et qui nous donne certaines indications de ce qui se discute. Mais ce que on n'a pas, c'est la deuxième question que j'ai posée, c'est les offres du Québec en termes d'ouverture de marché public, ce qui est considérable. Et vous savez très bien que c'est ce que les Européens souhaitent. C'est pas avoir accès à un marché de 33 millions de personnes au marché canadien. C'est très marginal dans les intérêts européens. Leur intérêt, ce sont les marchés publics et c'est pour ça que, contrairement à l'OMC, se trouvent sur la table les marchés publics des provinces et des municipalités. En passant, d'ailleurs, Toronto, hier, il y a 2 conseillers municipaux qui, à Toronto, hier, ont demandé que la ville de Toronto soit exclue de cet accord-là. Et ce qui a été décidé, c'est que c'était renvoyé au comité exécutif de la ville de Toronto et que ça reviendrait fin janvier, début février et qu'il y aurait des débats publics sur la question. Il y a déjà donc la plus grande ville canadienne qui a demandé d'être exemptée. Nous, on ne sait même pas si Hydro-Québec est sur la table avec justement tous les contrats là concernant le plan Nord. On sait que ce qui intéresse les Européens par rapport au plan Nord, ce sont les investissements. Et que M. Charest, quand il va en Europe, c'est ce qu'il demande, les multinationales européennes qui viennent exploiter nos richesses naturelles. Et on sait très bien qu'il y a aussi, dans l'accord, une proposition, comme celle du chapitre 11 de l'ALENA, recours investisseur-État, qui a des conséquences
considérable ou qui pourrait avoir des conséquences considérables. Voilà. Alors, pour faire de la politique autrement, le minimum, en effet, mais je comprends bien que le gouvernement a pas envie de transparence, a pas envie de mettre sur la table les documents, mais M. Johnson vient dans une semaine, il nous les faut avant qu'il débarque en commission parlementaire, et ça s'est déjà fait, je l'ai dit tantôt, en 2001, au moment de la négociation de la zone de libre-échange des Amériques. J'étais ministre des Relations internationales, alors je peux te dire, oui, ça a été fait en commission des institutions. Les députés, membres de la commission, ceux qui assistaient à la commission, ont pu avoir accès aux documents. Alors, justement dire que Jean-Martin Hossan n'est pas avec nous, mais qu'il est de cœur avec nous et il se joint à nous, en pensée. On va passer aux questions. Martin Ouellette. Oui. Mesdames, messieurs, très rapidement, oui, c'est ça, j'avais deux questions. Ce qu'on comprend, bref, là, ce que vous voulez, c'est reprendre là, à zéro, là, retourner à la table à dessin et refaire une nouvelle négociation du plan Nord à partir de rien, là, je veux dire, à faire ça publiquement, puis on recommence à zéro, c'est à peu près ça. Je ne sais pas, je pense que il y a eu tellement de témoignages qu'on a entendus ces derniers temps. Et si on refait la lecture de tous les commentaires des commentateurs politiques à travers le Québec, les gens appuieraient, les gens veulent plus d'informations. Il y a des experts, il y a des groupes qui se sont prononcés, il y a des Amérindiens qui seraient certainement très intéressés. Pour nous, les parlementaires, nous aimerions entendre ces personnes, ces groupes, ces experts. Et ensuite, je pense que là, on pourrait dire ensemble, oui, on s'en va dans la bonne direction. Ça ne sera pas un plan Nord qui va simplement rapporter quelques centaines de millions par année, alors qu'il y a des milliards de profits qui vont aller au secteur privé. Et ça n'est pas uniquement quelque chose qui va durer 25 ans. Les ressources naturelles ne sont pas renouvelables. Il faut que cette mine d'or, entre guillemets, là, qui semble pouvoir nous appartenir, mais il faut que ça puisse être utilisé pour les générations futures aussi. Donc, c'est très important que les parlementaires puissent connaître exactement les enjeux, compte tenu des sommes en cause, et aussi compte tenu là, de la façon dont ça s'est présenté jusqu'à maintenant, un peu dans le secret. Mais pour répondre précisément à votre question, non, c'est pas qu'on veut reprendre ça à zéro. C'est comme n'importe quel examen de loi, par exemple, de projet de loi en commission parlementaire. On ne part pas à zéro, on part de ce qui est déjà prévu par le gouvernement. Puis là, on discute, puis on apporte des amendements. D'autant plus important que le gouvernement, en fait, on demande à l'opposition officielle d'être un peu plus énergique sur ce plan-là. L'opposition officielle est d'accord avec nous que le gouvernement est trop proche de certains milieux d'affaires, certains milieux miniers, on l'a vu dans d'autres dossiers, mais surtout le milieu minier. Pensez à tous les intérêts, disons, correspondants, particulièrement dans le domaine de l'uranium. Il y a des intérêts très, très importants en jeu, SNC-Lavalin, là, on reviendra sur les détails, mais l'important, c'est que comme ce gouvernement a démontré sa faiblesse de mettre une barrière étanche entre tous les milieux lobbyistes et ses décisions, c'est important que l'opposition officielle enjoigne et appuie la requête de Mme Lapointe. Juste ma deuxième question. Allez-y, M. Curzi. Non, c'est bon. Je veux juste dire qu'il y a plusieurs modèles d'affaires. C'est ce qu'on a découvert à l'IREC. C'était passionnant de voir qu'il n'y a pas juste l'augmentation de 12% à 16% des redevances. Tout d'un coup, il y a d'autres modèles d'affaires, puis on découvre que dans ces autres modèles d'affaires-là, le bénéfice que le Québec pourra en retirer serait considérablement plus important. Là, on parle de milliards. Si on se fie, par exemple, à la proposition à l'air. Alors, est-ce qu'on peut avoir un débat ouvert avec des gens compétents, sages, qui pourraient nous donner les meilleures orientations du développement? Par exemple, il ne s'agit pas de tout remettre en question, mais est-ce qu'on ne peut pas débattre intelligemment de ces questions-là? À votre avis, je vais poser la question, même si je présume de votre réponse, là, vous trouvez que le gouvernement Charest a quelque chose à cacher. Qu'est-ce qu'il y a à cacher là, dans ce dossier-là? Moi, je pense que
c'est partisan, cette façon de faire. On sait bien que le plan Nord, actuellement, je crois que c'est utilisé d'une façon un petit peu partisane. On sait bien que c'est un véhicule porteur pour le premier ministre et pour le Parti libéral. Puis, en soi, tant mieux, mais ce qu'on dit, c'est il faudrait que l'ensemble de la population soit associée à ce plan-là. C'est trop important pour qu'on abandonne la discussion et la façon de faire de la mise en œuvre de l'avenir du Québec pour je ne sais pas combien de générations entre les mains d'un gouvernement qui a aussi des raisons partisanes de dessiner ce développement-là. Donc, nous, on dit, un instant, on ne peut pas se laisser... voilà. Kevin Dougherty. Ce matin, on a eu une conférence de presse avec M. Serge Simard, qui a parlé de... En fait, il a indiqué clairement qu'il va utiliser le bâillon pour faire adopter la loi 14. À nous aussi, Madame Ouellette, Martine, qui parlait de ce qu'il veut. Il veut discuter des questions comme redevance, transformation, etc. Vous êtes un peu dans la même tendance, mais c'est-à-dire que ma question, c'est que le fait que l'opposition est tellement éparpillée, ça aide pas le gouvernement dans ce cas, parce que le Parti québécois dit une chose, vous dites quelque chose qui ressemble, mais vous n'êtes pas ensemble. Il n'y a rien qui empêche. On les invite à se joindre à nous. Oui. OK. Non, mais sont eux l'opposition officielle. Oui. En tout cas, j'espère que nous allons pouvoir surmonter je dirais, ce qui, dans l'engrenage, fait problème, parce que je pense sur cette question-là, tous les députés, tous les parlementaires, surtout de l'opposition, doivent, conscients de ce que j'ai dit tout à l'heure, là, je ne sais pas si le gouvernement libéral a quelque chose à cacher, mais en tout cas, les minières qui sont très influentes au Canada, les minières sont vraiment très influentes. C'est l'industrie la plus influente au Canada. D'accord? Et ce gouvernement est très proche des milieux d'affaires. Et les minières ont des choses à cacher. Je l'ai prouvé en chambre, le document que je vous ai présenté, ne serait-ce que leur profit par toutes sortes de moyens. D'accord? Donc, conscient de la faiblesse de ce gouvernement, de l'incompétence du ministère des Ressources naturelles qui ressemble beaucoup à l'incompétence qui a été mentionnée en chambre sur la question des garderies, l'opposition a un travail commun à faire, y compris l'ADQ. Est-ce que c'est ça, c'est une question, c'est un enjeu énorme. Ouais. Je vais aller voir Mme Ouellette, en tout cas, moi, pour ma part. Oui? Oui. OK. J'ajouterais peut-être qu'on peut voir ça différemment. On peut peut-être voir que le fait qu'on puisse s'exprimer librement sur cette question-là ajoute à la force de Martine Ouellette, que je suis personnellement dans sa discussion des articles du projet de loi 14. Mais ce dont on se rend compte comme député indépendant, c'est qu'il est difficile d'être très présent en commission parlementaire et de suivre un dossier article par article. Ça, c'est juste une question. Il y a tellement de lois et tellement de commissions parlementaires en même temps que c'est physiquement difficile. Donc, il faut qu'on trouve d'autres moyens d'appuyer des positions aussi claires que celles que Mme Ouellette exprime en commission parlementaire. C'est ce qu'on fait ce matin. Mais je pense aussi, Kevin, que Alexandre Cloutier, qui est le porte-parole en matière d'affaires internationales, de relations internationales, est tout à fait d'accord avec ce que j'ai posé comme question ce matin. On s'est parlé ensuite, etc. Et je crois, comme Pierre aussi, qu'il y a peut-être des désavantages, mais il y a un avantage, c'est que nos voix s'additionnent aussi. Alors, dans ce cas-là, dans les deux cas, en quelque sorte, dont on discute ce matin, que les voix peuvent s'additionner et que être député indépendant, en tout cas, a au moins cet avantage-là, de dire ce qu'on pense sur tous les sujets, même sur ceux dont on n'était pas responsable, si vous voulez, à l'époque. Juste sur 14 précisément, d'après vous, avez-vous une idée de pourquoi le gouvernement vraiment... Il veut faire adopter cette loi, absolument. Il veut utiliser le bâillon. Pourquoi c'est si important pour le gouvernement de faire adopter cette loi telle qu'elle? Leur avez-vous demandé? Moi, je l'ai dit, je pense que ce gouvernement est très proche des milieux d'affaires, très proche des milieux miniers. Regardez, là, on ne se cachera pas. M. Paul Corbeil était ministre des Mines. Qu'est-ce qu'il a fait entre 2007 et décembre 2008? Il est devenu lobbyiste des miniers. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait depuis comme premier mandat? Il était ministre des Affaires autochtones et devinez quoi, le plan Nord et tout ce plan, disons, d'exploitation de nos territoires passait par une négociation avec les Autochtones. Bon, alors il est à se poser des questions. Le gouvernement agit de manière très cohérente en fonction des intérêts des miniers. Et les lobbyistes miniers ne sont pas que du côté libéral. Nous en avons fait la démonstration, si vous vous rappelez, en juin 2009, comment
l'industrie minière est capable de planter ces lobbyistes partout, de toutes sortes de façons. Régis Caron. Ça s'adresse surtout à Mme Lapointe. Les libéraux font grand usage d'une déclaration de M. Parizeau à propos de l'amélioration des redevances. On fait dire, en tout cas à M. Parizeau, que le Québec a rattrapé les autres provinces en termes de redevances. Est-ce qu'il déforme, je ne sais pas si vous pouvez en parler, là, mais ma question s'adresse aussi à vos collègues. Est-ce qu'il déforme la déclaration de M. Parizeau ou si c'est juste? Est-ce que je peux dire une chose? Oui, je vais parler ce matin là-dessus. Ce que M. Parizeau m'a confirmé, c'est qu'en partie, il a raison de dire ça, parce que, pour la première fois, avec les modifications qui ont été emmenées dans le budget de 2010, dans le calcul des redevances, on ne se base plus sur les profits taxables, mais sur un modèle de calcul de profit qui est contrôlé, à partir des données des entreprises minières, des données brutes, sur la valeur de leur profit brut. Donc, c'est le profit taxable versus le profit minier. Donc, comme on le fait, par exemple, dans l'exemple que M. Parizeau lui-même a donné dans son texte, au lieu donc de taxer les redevances, de calculer les redevances sur 1,3 milliard, qui est le profit taxable des miniers en 2010, ça a été calculé sur 2 milliards. Donc, ça confère un avantage. Mais ça ne clôt pas le débat, parce que M. Parizeau lui-même a dit, ça c'est une partie de la chose. Il faut trouver des moyens d'avoir un meilleur contrôle par la prise de participation en calculant ce que l'État investit, puis de traduire en participation. C'est pour ça que les autres modèles deviennent intéressants, parce que quand on regarde ce qui précédait la présentation de M. Parizeau à l'IREC, c'était la présentation de M. Allaire, qui développe un modèle complètement différent, où là, ce sont des redevances progressives sur l'ensemble des revenus des minières. On est dans autre chose. Et à l'évidence, il y a différents modèles d'affaires. Et là, actuellement, le ministre des Finances refuse de se prononcer sur une proposition Allaire. Pourtant, je pense que M. Allaire n'est pas reconnu comme étant quelqu'un de particulièrement à gauche, là. Et c'est surprenant parce qu'on se dit, mais pourquoi ne pas aller vers une discussion ouverte sur les meilleurs modèles de participation aux bénéfices des minières? C'est ça qui est important et qui est inquiétant. Très inquiétant. Mais quand vous dites que le gouvernement... Je vais vous laisser répondre, Mme Lapointe. Oui, je pense que ça serait important, ceux qui n'ont pas vu le document, la conférence de M. Yvan Allaire. Faut pas mêler M. Allaire avec celui-là qui a créé l'ADQ, là. C'est pas du tout la même chose. Je pense que ce qui est important, c'est vrai que le gouvernement, dans son budget de 2010, a tenté de faire un rattrapage, et puis maintenant, il se compare bien avec ce qui existe en Amérique du Nord, au Canada et en Amérique du Nord. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter là. Je pense que ce que j'aimerais souligner, c'est que Jacques Parizeau l'a dit dans son intervention, son intervention n'était nullement partisane. Il a regardé ça sur un plan tout à fait, c'est l'économiste qui répondait. Et ce qu'il laisse comme message, c'est attention, on est peut-être en train de se faire avoir. On est peut-être en train de se faire avoir parce qu'on ne sait pas nécessairement ce qui se passe. On n'est pas membre des conseils d'administration de ces sociétés. On n'a pas une participation automatique, quel que soit le pourcentage. C'est pas nécessairement d'avoir une participation majoritaire, mais que les Québécois soient actionnaires et qu'ils soient au conseil d'administration. Et il donnait aussi l'exemple d'autres mines qui ont fait des choses quand même par elles-mêmes, en particulier la mine Raglan, qui, à partir de 1995, a payé toutes ces infrastructures. Mais vraiment, là, toutes ces infrastructures. Et on doit se demander, si une minière veut venir s'installer au Québec, pourquoi ne fait-elle pas le calcul, à savoir qu'est-ce que ça va me rapporter et est-ce que je ne dois pas m'investir dans toute la question des infrastructures? Pourquoi ce serait les Québécois qui paieraient pour des infrastructures pour une compagnie qui va envoyer ses profits probablement à l'extérieur? M. Gignac nous disait pas plus tard que la semaine passée que les entreprises paieraient leurs infrastructures. Non. Ce qui nous a menti. Ça dépend. Non, regardez l'infrastructure qu'Hydro-Québec va construire en termes de lignes et de production d'électricité. On peut dire que c'est une infrastructure, d'accord? Avec ArcelorMittal, il y a une entente qui a été conclue
d'accord, pour lui fournir le tarif L, qui est entre 4,2 et 4,5 sous le kilowatt. Alors qu'actuellement, dans ce que construit Hydro-Québec, ça lui coûte 9 à 10 sous. Tout le monde s'entend, au bas mot. Donc, on paye de notre poche. C'est pas vrai. Il y a déjà des ententes, puis si ça devait être... C'est pour ça que Mme Lapointe demande, il faut qu'on voit ces plans-là. Il faut que les parlementaires discutent. Il faut qu'on soit convaincus que c'est la meilleure décision à prendre, que ce n'est pas le résultat du lobbying, que ce n'est pas l'incompétence dans la gestion en raison du type de comportement qui, ici, comme dans le cas des garderies, agit plus par partisanerie ou parce que c'est des entreprises taguées, comment on dit, postées, d'accord? On ne voudrait pas se retrouver avec le même tableau post-it dans le domaine minier. Et je vous rappelle, il y a des gros joueurs. SNC-Lavalin, c'est très fort. SNC-Lavalin a des visées importantes. Ils viennent d'acheter Énergie atomique du Canada. Et le plan Nord, c'est quoi? C'est aussi des mines d'uranium. Puis l'Europe a des problèmes avec ces déchets d'uranium. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Il y a des liens. Là, on va pousser ça. Là, on voudrait le pousser en commission parlementaire avec tous les moyens démocratiques pour comprendre c'est quoi les intérêts, puis c'est quoi nos intérêts. C'est quoi leur intérêt, puis c'est quoi l'intérêt du peuple québécois. C'est en lien avec l'accord aussi sur le Canada. Parce que c'est un accord sur les investissements. Puis on sait que dans ces accords bilatéraux, il y a évidemment des clauses qui sont inquiétantes. Par exemple, il y a plusieurs clauses dans les accords internationaux qui disent que certaines lois sur l'emploi tout simplement sont des entraves au commerce. Alors, que va-t-il arriver avec les gens que l'on emploie? C'est le fait de respecter des normes environnementales dans certains accords de libéralisation du commerce va à l'encontre de ces accords-là, puisque ce sont des entraves au profit. Il y a plusieurs principes dans des ententes bilatérales ou multilatérales basées sur la libéralisation du commerce qui posent des questions sérieuses quand on les applique au développement du Nord québécois. Quelles vont être les conséquences? Et comment voulez-vous qu'on pose des questions intelligentes à Pierre-Marc Johnson? Je trouve ça tellement insultant. Quand il est venu une première fois, c'était au début des négociations de l'accord de libre-échange Canada-Union européenne. Bon, là, il nous a raconté un certain nombre de choses qu'on ne peut pas vérifier. Je veux dire, puisqu'on n'a aucun texte. Là, on arrive à la fin de la négociation. Il vient pendant 3 heures rencontrer des députés la semaine prochaine et on n'a aucun document récent. Le seul document, je l'ai déposé tout à l'heure pour le bénéfice de tous, c'est une fuite donc qui date de janvier 2011. Après la 6e session des négociations, la 9e vient de se terminer. Et puis depuis, on n'a aucune nouvelle, silence radio, et le ministre me répond que M. Johnson sera là pour répondre à nos questions. Mais je vous le dis franchement, je suis insulté et choqué de ce manque de transparence. C'est antidémocratique. C'est très franchement inimaginable qu'un débat comme celui-là, qui doit avoir lieu dans la société en général, mais d'abord et avant tout ici à l'Assemblée nationale, ne puisse pas se faire dans de bonnes conditions. Yvon Laprane. Savoir un peu si le timing, le moment que vous prenez actuellement pour demander une commission parlementaire, est-ce que ça arrive dans le bon moment? Est-ce que vous arrivez un peu trop tard? Est-ce que c'est un peu trop tard, cette demande-là? Ou c'est quoi les arguments que vous allez utiliser pour qu'on puisse vraiment procéder, étant donné que c'est compliqué avec la loi 14, justement? Est-ce qu'il y a une ouverture qui est possible? Avec quel argument? Enfin, je pense que l'idée de la motion et de notre action concertée toute la semaine, avec des questions de mes collègues, toute la semaine, peut-être une autre motion aussi, c'est que on se rend compte, on s'est rendu compte récemment que peu de personnes avaient vraiment analysé le plan Nord, que peu de personnes, ça avait été très peu discuté même dans les médias. Il n'y a pas eu vraiment de tribune importante là, où on puisse poser les bonnes questions et s'exprimer. Il y a eu ce colloque de l'Institut de recherche en économie contemporaine la semaine dernière. Je pense qu'il a allumé la bougie. Et c'est à partir de ce moment-là que on pense qu'il n'est pas trop tard. Et on ne veut pas tout remettre en question, mais on veut des réponses à nos questions. Et rappelez-vous bien, ça fait quelques semaines qu'on s'est débarrassé du gros dossier de la corruption puis de la commission d'enquête. Vraiment, c'était obstrué, là. On était pris avec ça, puis il n'y avait pas beaucoup de place pour le reste des débats.
Le plan Nord idéal, selon vous? Parler de privatisation, de nationalisation, de créer des partenariats et tout ça, mais c'est des enjeux beaucoup économiques et sociaux. Mais, le plan Nord doit être un plan de développement durable. Et d'ailleurs, tous les politiques du gouvernement devraient être soumis à cette vision des choses. Un plan de développement durable, ça ne peut pas consister à épuiser des ressources en 20-25 ans. Des ressources qui sont, par définition épuisables. Si on pense à développement durable, les modèles sont archi connus. Il faut que tout le développement soit reposé sur l'idée qu'il faut qu'on fasse de manière à ce que ça reste pour plusieurs générations à venir. Donc, je l'ai dit, nous, pour Québec solidaire, donc, le développement serait donc beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus lent, prenant le temps de bien analyser les impacts, prenant le temps de susciter l'adhésion souhaitée et nécessaire et de manière plus cohérente dans les communautés touchées, donc les communautés autochtones, pas les mettre de faire gré à gré sous pression pour avoir quelque chose, quelques appuis, puis on part. Et surtout, tout plan de développement durable inclut l'idée que le développement doit avoir une finalité sociale et une contrainte écologique. Si elle doit avoir une finalité sociale, la première finalité sociale, c'est que le plan doit rapporter aux Québécois au moins autant qu'aux détenteurs privés de capitaux, et ce n'est pas le cas actuellement. Vous voyez, il y a des pays qui se sont donné des lois fondamentales. Dans leur constitution, ils ont mis ça là. Équateur, tout récemment. C'est des pays modernes. Et je suis heureux de parler d'un pays du Sud et de le brandir devant un pays occidental du Nord. Il y a des sociétés démocratiques maintenant en Équateur, présidées par un économiste diplômé des meilleures universités américaines, le président Rafael Correa, qui a mis dans sa constitution que peu importe le modèle d'actionnariat, de redevance, d'impôt, au final, il faut que l'exploitation des ressources du sous-sol de l'Équateur rapporte au moins autant au peuple équatorien qu'aux investisseurs. C'est simple. Le reste, ça dépend de chaque secteur, chaque mine, chaque ressource. Ça peut se travailler, c'est technique. Mais l'idée générale, donc, développement durable sur 200 ans, sur 250 ans, avec les communautés, mobilisation locale, dans le respect de l'environnement, avec des bénéfices majoritairement pour le public. Bon. Excellent. Martine Biron. Bonjour, deux questions. D'abord, dans l'élaboration du plan Nord, il y a eu une table de partenaires, 11 tables sectorielles qui ont duré une bonne année avant l'élaboration du plan Nord, avec des gens de tous les milieux. Quelle crédibilité vous accordez à cette entente-là de ces partenaires qui ont participé à l'élaboration du plan Nord? Une bonne question, parce que vous me parlez de tout ça, puis très franchement, on n'a pas été associé à ça. C'est passé sous mon radar. Je ne sais pas si, que je sache, j'ai lu relativement peu de choses là-dessus. Est-ce que des gens ont écrit là-dessus? Est-ce qu'il y a eu des reportages là-dessus? Est-ce que quelqu'un ils étaient tous là quand ils ont développé le plan Nord. Il y a eu des rencontres, les médias ont été invités à tourner ça. Il y a eu plusieurs rencontres, plusieurs tables sectorielles avec les gens des municipalités, des Autochtones. Il y a une union des municipalités. C'est ça, avec les environnementalistes. Ça a coûté des millions. Moi, je serais forcé de dire que parfois, collectivement, on commet des erreurs, puis on se rend compte après. Puis je ne veux pas rejeter le blâme sur personne, mais si le gouvernement procède comme il procède à l'Assemblée nationale avec sa grosse machine, son bulldozer, ses gros sabots, puis tout le milieu minier avec leur énorme capacité d'influence, c'est sûr qu'à un moment donné... Accuser les gens qui sont autour de cette table-là, de tous les horizons, d'avoir fait une grosse erreur. On peut ignorer ce qui est en jeu. On peut ne pas nous dévoiler, nous faire miroiter toutes sortes de choses, comme on l'a fait pour les groupes environnementaux. Mais là, à un moment donné, c'est que les gens, si on ne nous donne pas les bonnes informations, on nous fait miroiter les choses, on nous promet de nous consulter, on nous promet 50% de protection du territoire, puis après 2 mois plus tard, 3 mois plus tard, on apprend, non, dans le fond, ça dépend si les minières sont d'accord ou pas. Comme... l'initiative boréale, là. Demandez à l'initiative boréale qu'est-ce qu'ils pensent. Je le sais. Puis moi, j'ai un email aujourd'hui même de sa porte-parole, Mme Suzanne Métaux, qui se pose des questions. Comment ça se fait qu'on nous a dit d'abord qu'on allait protéger, puis maintenant, le ministre de l'Environnement se lève et dit, on va voir. Ça va être dépendamment des minières, puis des exploitants. Ces gens-là se sentent floués aussi. Mon autre question s'adresse à M. Curzi, à Mme Beaudoin. Est-ce que vous avez ou est-ce que vous allez joindre Option nationale?
Alors moi, j'ai été, ça va être rapidement, là, j'ai été très clair. Personnellement, je n'ai pas l'intention de rejoindre quelque mouvement ou quelque parti que ce soit. J'ai donné pendant 40 ans dans un parti politique et disons que la 41e année, j'ai décidé que l'ivresse de la liberté dont je jouis depuis le mois de juin est suffisante pour me mener jusqu'à la prochaine campagne électorale. Et comme vous savez, a priori, à moins d'une révolution copernicienne que je ne prévois pas, je ne me représenterai pas et je suis très heureuse de mon sort tel qu'il se présente aujourd'hui. Monsieur Curzi, est-ce que vous êtes... Pour le moment, j'ai été invité à prendre la parole pour parler du français lors d'une activité importante, vendredi le 9. Mais pour le moment, je ne rejoins pas Option nationale. Est-ce que vous avez l'intention de la prendre? Je suis incapable de vous répondre à cette question-là pour le moment. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes en réflexion? Je suis en réflexion sur tout, parce que pour le moment, nous sommes ouverts à tout, toujours en réflexion sur tout. Je suis le seul à l'avoir été oublié. Parce que tu en formules. Alain Laforêt. Sur ce que Martine disait au niveau des consultations, parce qu'on a entendu M. Kadir qui semble dire que c'était organisé, que les gens n'avaient pas d'informations, mais ça a quand même duré 1 an et c'est des gens de tous les horizons, communautés autochtones. Ils ont été réunis à Lévis, ça a coûté 1,2 million de dollars, assis autour d'une table. Les communautés autochtones ont signé le document après ces consultations-là. Il y a les Inuits qui font bande à part actuellement, 6 communautés Inuits. Mais pour le reste, tout le monde a adopté le plan Nord, tout le monde a suivi les consultations. Vous étiez où? Ils se plaignent aussi. Non, mais vous étiez où? Si vous dites que vous on n'a pas été invité à ça. D'abord, on n'a pas été C'est informé. comme si vous avez l'impression de découvrir aujourd'hui que ça n'existait pas, là, ou que ça n'avait pas existé. Non. Mais moi, je vais quand même dire une chose, là. Personne ne connaît, à l'instant où l'on se parle, les conséquences de l'accord de libre-échange Canada-Union européenne sur les investissements du plan Nord. Or, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'objet principal, la raison principale pour laquelle depuis 2009, même avant, M. Charest souhaite la négociation et la signature de cet accord de libre-échange Canada-Union européenne, c'est pour attirer les investissements européens ici. Or, dans cet accord, dont nous ne connaissons pas le contenu, ce qu'on sait quand même, c'est qu'il y aura des conséquences sur les investissements. Ne serait-ce que l'idée qui circule que mais je n'ai pas de confirmation, mais ce que je sais de sources de fuite, c'est qu'il y aurait un chapitre 11, donc, comme dans l'ALENA, c'est-à-dire un recours investisseur-État, par lequel Abitibi-Bowater a obtenu, par rapport à Terre-Neuve d'ailleurs, mais c'est le Canada qui a payé, 130 millions de compensation parce que Abitibi-Bowater n'était pas content de telle ou telle chose, et que ce même type donc de recours investisseur va se retrouver dans l'accord de libre-échange Canada-Union européenne. Non seulement ça, c'est qu'il y a certaines dispositions que l'on pense se trouver dans l'accord qui vont avoir pour effet de minimiser les retombées économiques de ces investissements-là pour les Québécois et pour aussi les communautés autochtones, ne serait-ce que l'interdiction de prescription de résultats. Et ça, je vous rapporte à l'étude que l'IREC a faite, justement, sur l'accord de libre-échange Canada-Union européenne. Il y a donc des conséquences de cet accord-là, quand il sera signé, sur les investissements européens que l'on retrouvera dans le Nord québécois, que personne ne pouvait prévoir à l'époque et qu'on ne connaît pas pour l'instant, mais qui existeront sûrement. Nous, on l'a dénoncé dès le début. Dès l'année passée, on l'a dit. Mes 3 collègues portaient d'autres dossiers au PQ, fait qu'ils ne pouvaient pas être là à porter ce débat-là. Donc, nous, on l'a dénoncé, on a dit que ça ne peut pas se faire comme ça tant qu'on ne change pas la loi des mines et qu'on ne l'inscrit pas dans le cadre d'un vrai développement durable.
toute négociation est vouée à déboucher sur quelque chose d'inacceptable. Au-delà de tout le développement des projets miniers, j'aurais peut-être une petite dernière. 30 ans après l'expérience de l'amiante, qu'est-ce que vous tirez comme conclusion? Parce qu'on est un peu dans la même situation. On demande un peu les mêmes choses. On ne va pas jusqu'à la nationalisation, mais on demande des prises de possession dans des compagnies minières. Le cycle minier, l'or, est très stable, mais pour le cuivre, pour les autres matières premières, ça peut chuter comme ça peut rebondir en l'espace de quelques semaines, de quelques mois. Là. Et, à ma connaissance, là, actuellement, on réclame pas une nationalisation ou ce qu'on dit, c'est qu'il y a différents modèles. Et tous les modèles ont pour but, que ce soit par une prise de possession de l'actionnariat. La proposition de M. Parizeau était, par exemple, qu'en fonction des investissements qui sont consentis pour avoir accès à la ressource, il y ait en contrepartie une partie d'actionnariat. Mais visiblement, c'est pas le seul modèle. Dans le cas du modèle d'affaires de M. Allaire, il n'y a pas de participation étatique. Il y a juste une façon de gérer les bénéfices. Donc, je pense que le modèle d'affaires, puis dans le cas du modèle d'affaires qui est prôné par le gouvernement actuellement, c'est uniquement une augmentation des redevances, mais en même temps, le gouvernement participe à la mine de diamants à la hauteur de 37%. Je pense que dans ce domaine-là, il y a différents modèles qui peuvent s'appliquer. Nous, tout ce qu'on dit, puis vous avez raison de dire qu'il y a déjà eu du travail, mais actuellement, visiblement, il semble y avoir beaucoup de questions qui se posent sur le type de bénéfices qu'on en tirera, sur les raisons qui justifient que le gouvernement investisse dans les infrastructures, sur la façon dont les infrastructures d'Hydro-Québec seront faites et quel sera le rapport sur ce type d'investissement-là. Il y a de nombreuses questions. En tout cas, pour ma part, peut-être que c'est par ignorance, mais il me semble qu'il y a beaucoup de questions auxquelles on n'a pas vraiment répondu. Puis je pense que dans la population en général, il y a beaucoup de questions auxquelles on n'a pas répondu, même s'il y a eu beaucoup de gens qui y ont consacré beaucoup d'efforts. À ma connaissance, ça n'a pas percolé à travers la population. Sus le Nord? Ben, ouais. Puis il y a... Allez-y, vous étiez sur le point, là. Non, à Sept-Îles, à Fermont, il n'y en a pas de problème. Eux, ça presse. Ben oui. Ça use. On parlait à la mairesse de Fermont, ça on comprend que les gens qui sont au Nord, eux, ils sont pressés parce que c'est de l'économie, c'est des emplois, c'est des compagnies qui vont avoir des sous-contrats. On comprend très bien qu'il y a une pression forte pour que ce plan-là. Puis moi, l'intention n'est pas en tout cas, pas d'empêcher ou de ralentir, c'est juste de comprendre mieux et que ce soit vraiment le plus transparent possible. Là, c'est pas un accord qui se règle d'une façon secrète, c'est des fonds publics qu'on investit partout. Alors, il est normal qu'on ait la plus grande transparence. Comme votre question et la question de Mme Biron sont sensibles, je veux me faire bien comprendre, c'est que si le gouvernement du Québec, qui a les principales rênes du pouvoir, débarque dans des régions comme ça qui ont peu de capacité de tout mettre en œuvre leur propre développement. Puis il dit c'est le seul modèle disponible. Puis j'ai investi des milliards là-dedans. Puis je mets Hydro-Québec là-dedans. Puis comment voulez-vous que les communautés refusent? Mais ça ne résout pas le problème démocratique. C'est pas parce que quelques communautés... C'est pas ça le développement durable. Le développement durable, ça veut dire si tu t'entends juste avec une petite communauté isolée, ça va. Puis chaque région, de manière autonome, peut partir dans son intérêt propre contre l'intérêt de l'ensemble. Il faut balancer tous ces intérêts-là. Ce qu'on dit, l'intérêt de l'ensemble actuellement n'est pas dedans. On va passer en anglais. Tim Du Bois. One quick one in English. I just want to move on to something else. The question is for Mr. Kadir and Madame Beaudoin. What do each of you think of this whole back and forth, debate or argument over the electoral map and the fact that the government is now backing away from its own bill, Bill 19, which would have both protected preserved 3 rural ridings while creating 3 new ones in the region of Montreal? I'll be very candid with you. Yvon Valliere came and asked us, but each of us individually, what we would do. And he said so yesterday, a vast majority, even a consensus of all the MPs to go ahead. And as far as I'm concerned, and other of my colleagues are concerned here, I said no.
because I thought two things. First, that the Directeur Général des Élections is an institution, and that it must be respected, and it has his own mission, his own law, and it was his duty and his responsibility, first. And secondly, well, when I see that in my riding in Rosemont, I mean, the people in Rosemont, the citizens of Rosemont, have, you know, the same right and should have exactly the same vote as other Quebecers. And in the region of Montreal, in the 450, well, that was not the case. So that's why I thought that Bill 19 should not come back. But the first and main reason was a question of principle, because it was the Directeur Général des Élections' responsibility, and not ours to gerrymandering. I'm totally agreeing with Madame Bourgeois. No gerrymandering, and if we would proceed with the real reform of the electoral mode and our political institutions, we wouldn't be discussing of these things. Do you think then, Mr. Kadir, do you think that the whole exercise and the fact that this even took place has anything to do with liberal, you know, electoral sort of, you know, I mean, if you look at the timing of all the sequence of this event, I mean, was this about trying to win elections? I don't know. It seems like that. It's very characteristic of the way the Liberals carry their policies and their politics and their announcement. It's unfortunate because we need something better. Thank you. Thank you. Le modérateur, est-ce que je peux juste se permettre une dernière question? Il y a quelque chose de... C'est moi qui... Désolé, c'est moi qui est en avant. Il y a quelque chose de très précis sur la table, les amendements du Parti québécois pour le projet de loi 14 sur les mines. Je vais être sûr de bien vous comprendre. Est-ce que vous appuyez ces amendements-là, ou du moins certains de ces amendements-là? Moi, je suis allé à quelques reprises à la commission, et à chaque fois, je me suis porté à la défense de la position de l'opposition officielle. Madame Martine Ouellet fait un excellent travail pour ce que j'ai vu. Et si elle a besoin de moi, je suis disposé dans la mesure de mes moyens. Mais je pense qu'on a d'autres choses à faire ensemble. Puis ça serait bien que le Parti québécois aussi se joigne à la motion de Madame Lapointe. Dans la mesure où on peut suivre le dédale moi je le suis, mais honnêtement, vous savez comment c'est ce travail-là. Mais il me semble que l'esprit qui anime Mme Ouellette est vraiment celui dans lequel nous sommes nous-mêmes. Tout à fait. Donc, oui. Je crois bien. Très bien. Merci. Merci beaucoup.